beaucoup. Donc, je vous invite à me suivre dans les aventures surréalistes et les rapports intermédiaux dans les livres surréalistes de Lise Deharme. Donc, volonté d'innovation artistique, esprit de collaboration, ludisme. Telles sont les principales caractéristiques du livre dit surréaliste qui permettent d'en circonscrire l'étendue malgré le flou qui entoure sa définition. Le trio de caractéristiques n'est pas sans faire écho à la propension au jeu si chère aux tenants du mouvement. Nous n'avons qu'à penser au célèbre cadavre exquis ou à l'écriture automatique. Le recours quasi systématique aux activités ludiques comme moteur de création contribue à extirper le livre surréaliste des limites imposées par la raison, ce qui permet ultimement et entre autres de nombreux bouleversements, dont ceux entre les arts, entre les genres sexuels et entre les genres littéraires au sein même d'une œuvre. Ce contexte artistique du milieu du 20e siècle, justement grâce à l'esthétique du bouleversement des frontières, en est un particulièrement favorable au questionnement que pose une telle journée sur les rapports complexes qu'entretiennent sexe et sous-genres littéraires. Avant même d'être associées au genre dit mineur, les femmes artistes du surréalisme tardent à être reconnues comme artistes à part entière. On leur a souvent préféré les rôles de muse, de modèle, de maîtresse, de partenaires des hommes dans leurs activités collaboratives. Lise Deharme participe à cette tradition puisqu'elle est surtout reconnue comme ayant été l'égérie ou l'objet de fascination pour le chef de file du mouvement, André Breton, qui lui a même apposé le surnom de Dame au gants bleu ciel suite à leur première rencontre, tellement le Breton a été époustouflé par le charme et par la beauté de la femme. Il n'en reste pas moins que Deharme est salonnière, elle est directrice de la revue Le Phare de Neuilly. Elle est l'auteur de romans, de poésie, de recueils de textes, d'un journal de théâtre, et ce, dès 1933. Bon, elle a publié auparavant, mais sous le nom de Lise Hirtz. Les ouvrages de Deharme ont en commun de retracer les parcours de jeunes héros qui défient les épreuves reliées à l'enfance et qui semblent culminer dans le passage réussi vers l'âge adulte. Seulement, les protagonistes deharmiens bousculent les attentes relatives à leur très jeune âge, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et Deharme, par conséquent, bouleverse celles relatives aux romans d'apprentissage et aux romans initiatiques traditionnellement dédiés à la jeunesse. Cet exposé me permettra en outre de montrer que les modalités de la réappropriation détournée du sous-genre qu'est le livre pour enfants se font dans le cas de Deharme, en fait sont celles dans le cas de Deharme qui l'unissent au courant surréaliste, c'est-à-dire qu'elles se font sous l'égide d'un entre-deux médiatique entre texte et image. Si Eugène de Mirecourt disait à propos de Clémence Robert que son encrier ne comptait, je cite, pas une seule gouttelette d'eau de rose, pour reprendre l'appel de la présente journée, l'œuvre de Lise Deharme et plus précisément l'album pour enfants Le Cœur de Pique, réalisé avec Claude Cahun, paraît en être parsemé. Pour reprendre l'expression de Paul Éluard, qui est l'auteur de la préface, dans une lettre à Cahun, les artistes parviennent, et je cite, à flatter ce qu'il y a encore de très enfantin en nous. Fin de citation. En effet, petits animaux et végétation luxuriante parsèment les pages de cet album qui réunit 32 courts poèmes de Deharme et 20 scénettes photographiques de Cahun. Il se présente sous les allures colorées et fantasques d'un album à première vue destiné à la jeunesse, tel qu'il est par ailleurs clairement indiqué sur la page de titre par l'expression 32 poèmes pour les enfants. Bon, c'est assez difficile d'être plus explicite. Le grand format de l'ouvrage, la police utilisée pour accentuer le titre, la première et la quatrième de couverture en carton rigide de couleur rouge et verte, ainsi que les deux images en couleur qui s'y trouvent, semblent en effet avoir été finement orchestrées pour attirer le regard curieux de jeunes spectateurs. Peut-être celui du fils de Deharme qui est surnommé Pic à l'instar de notre héros. Il foisonne aussi sur chaque double page une série de jeux qui proviennent de l'univers merveilleux du rêve et du fantasme qu'investit l'auteur. J'entends ici par jeu, autant le rapprochement et l'association impromptue d'objets divers que la présence de cartes, de dés, de figurines, de pions dans les photographies et dans les poèmes, que l'absence de pagination qui encourage un parcours libre et improvisé de l'album par le lecteur-spectateur. Un jeu de renvoi intermédiatique est aussi observable, et ce, dès la première de couverture. Je m'explique. Deharme apparaît aussi dans la photographie, donc dans la part que l'on devinait investie par Cahun. En effet, le petit personnage tient en fanion une carte à jouer, et Deharme compte parmi les nombreux surnoms qu'elle s'est vue offrir par les surréalistes, et depuis qu'elle a servi de modèle au photographe Manué en 1931, le surnom de Dame de Pique. Nous comprenons donc rapidement, par cette double signature de l'auteur, et avant même d'entrer dans l'ouvrage, que des dialogues intermédiaux viendront en ponctuer la lecture-spectature, bien que les poèmes et les photographies soient toujours bien isolés chacun sur leur page. Donc, prenons en guise d'exemple le 26e poème qui va comme suit. Donc, une plume est tombée par terre. Va la ramasser.
Pour quoi faire, il va pousser un plumier. Donc la plume qui tombe par terre et dont la chute risque fort de résulter en l'avènement d'un plumier suggère dans le poème deux acceptions du terme plume. Une plume d'oiseau ou une plume pour écrire. Une réflexion rationnelle voudrait que la deuxième possibilité soit celle à prioriser puisqu'il existe bel et bien un objet nommé encrier qui sert à recueillir l'encre pour que la plume vienne s'y tremper afin de tracer lettres et mots. Cependant, la photographie en belles pages entrouvre les possibilités d'un imaginaire merveilleux pour le poème, puisque ce qui s'y trouve représenté n'est pas le récipient d'encre, comme on pourrait s'y attendre, mais bien une espèce d'arbre inusité sur les branches duquel poussent des plumes servant à écrire. Tout comme le pictural imprègne le poétique afin de faire apparaître une seconde signification, donc qui est déconcertante dans ce cas-ci puisque suggérant l'existence d'un plumier imaginaire, l'acte d'écriture envahit l'espace accordé à la photographie en faisant des plumes d'écriture les fruits d'un drôle d'arbre qui ne se transforment en plumes d'oiseaux qu'une fois fanés et tombés de leurs branches. Ainsi, l'étroite collaboration entre Lise de Harme et Claude Cahun transparaît dans ce cas-ci grâce à un jeu où le pictural s'inscrit dans le textuel et vice-versa. Outre l'investissement d'un univers onirique rendu possible par les rapports qu'entretiennent textes et images, le niveau de langage utilisé dans les poèmes peut constituer un autre témoignage de l'appartenance générique du livre à la catégorie du livre pour enfants. Des expressions telles que « pense est un petit serpent mort » et « ce qui fait vois-tu qui en a plus pour nous » parsèment les poèmes de Harmien, mais leur simplicité syntaxique provoque un contraste remarquable avec les réalités qu'elles dépeignent. Nous verrons en effet que la naïveté et le cadre enfantin qui sont mis de l'avant jusqu'à maintenant ne tardent pas à être compromis au profit de l'insertion progressive de l'inquiétude et du tourment dans l'aventure de notre héros. Ainsi, l'ouvrage, d'après François Leperlier, je cite, témoigne d'une grande liberté de ton qui n'allait pas sans une réelle âpreté, avec une inquiétude grave et malicieuse à la fois, une humeur rebelle et ténébreuse. Fin de citation. C'est au paradoxe créé par cette inquiétude grave et malicieuse à la fois que tient l'originalité et toute la complexité du cœur de Pic. Retournons brièvement en première et en quatrième de couverture afin de nous pencher sur la symbolique des éléments photographiés, puisqu'il prépare un lecteur-spectateur averti à toute la charge symbolique et dramatique contenue dans les poèmes. Si les cartes à jouer encourageaient une conception ludique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'album, leur signification laisse toutefois croire que les aventures de Pic ne tiendront pas de jeu d'enfant, ou du moins que le jeu devient quelque chose de très sérieux. En effet, de courtes recherches en tarologie m'ont appris que les cartes à jouer avec des figures de Pic ne sont pas de bon augure. Je souligne en passant que le tarot et les autres jeux divinatoires comptent parmi les activités fréquemment pratiquées par les surréalistes, qui vont même jusqu'à en inventer collectivement une variante inspirée du tarot de Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans le cas présent, 3 cartes qui n'ont pas été choisies au hasard, vous imaginez bien, sont disposées au pied du personnage, telle une énumération picturale d'épreuves à surmonter. Bon, le résultat de mes recherches en tarologie est le suivant. Donc, pris ces éléments, le 4 de pique signifierait un désordre qui nécessite une remise en question, donc la première carte. L'as, la rupture violente et généralisée, deuxième carte. Et 7, le danger relié à la passivité et à l'immobilisme, troisième carte. L'image, en quatrième de couverture, de son côté, est elle aussi teintée de mystère, et elle est en accord avec les mauvais présages suggérés par les cartes. Cette ultime photographie signifie, à mon sens, l'épilogue métaphorique de l'album et prouve qu'il s'y trouve une certaine continuité malgré l'absence de lien explicite entre les différentes dyades et malgré l'absence de pagination que j'ai mentionnée tout à l'heure aussi. Donc, il s'y trouve un gigantesque tournesol terrassé dont un pétale est manquant, vous voyez en premier plan, sur lequel sont disposées en croix 3 mains coupées au poignet de femmes. La signification que l'artiste surréaliste Dorothea Tanning donne au tournesol est celle que je vais privilégier aujourd'hui, malgré qu'il en existe d'autres. Elle le qualifie de « most aggressive of flowers » et elle a pu partager cette signification à l'occasion de la présentation de son tableau « Eine kleine Nachtmusik » en 1943, soit quelques années seulement après la publication du Cœur de Pic qui a lieu en 1937. L'artiste voit en cette plante, et je cite, « a symbol of all the things that youth has to face and to deal with ». Fin de citation. La mise en parallèle de la fleur et des épreuves liées à l'enfance trouve son écho explicite dans les aventures à la fois ludiques et dramatiques de Pic. Celle-ci aboutirait, si on en croit la position des mains rappelant le geste de bénédiction des prêtres, au triomphe du personnage sur les défis liés à la jeunesse et au passage réussi vers l'âge adulte.
C'est sous ces auspices pour le moins sombres et troubles que le lecteur-spectateur est invité à se plonger dans l'album. Le passage de la couleur au noir et blanc ainsi que la préface de Paul Éluard viennent, comme pour confirmer l'ambiguïté générique, y ajouter une part de mystère. Le texte d'Éluard rapporte un court dialogue entre deux adultes, la belle dame sans raison et le monsieur qui a raison, et cette dernière dans une réplique évocatrice à l'endroit de son homologue. Donc, bouquet cueilli dans le jardin des fées, volé aux abeilles et aux papillons, ce livre d'images à l'âge que vous voulez avoir, remet explicitement en cause l'expression poème pour les enfants qu'on avait sur la page de titre. La préface insinue aussi le déraisonnable par l'ordre tranchant, donc la dernière réplique, il n'y a pas de mais lisez, que cette dame sans raison donne au monsieur, qui semble d'ailleurs bien tenté de plonger dans l'univers fantasmatique du héros malgré les quelques réticences qu'il dit dans sa réplique. Ainsi, à l'en croire un article du journal Le Carrefour, contemporain à la publication de l'album, je cite, « Beaucoup plus que dans le royaume de l'enfance, c'est dans les zones inexplorées du primitif et de l'incohérent que nous guide Lise de Harme, avec la cruauté d'un psychanalyste et la grâce d'un poète. » Fin de citation. Et justement, même si l'écriture de Harmienne paraît somme toute assez accessible et simple, les propos que la poète tient et surtout les liens qu'ils entretiennent avec les photographies cahuniennes traduisent une cruauté certaine. Et là, on sort du livre pour enfants tel qu'on le connaît. Un exemple significatif du malaise éprouvé à la lecture-spectature d'une double page concerne la seule qui soit titrée, qui s'intitule « Les ennuis de Pic ». Je vais lire le poème à l'envers, donc la deuxième partie en premier. Donc, j'aime mieux m'ennuyer, ou alors qu'on m'amène le diable, ou même le bonhomme de sable, quelques sauvages, un ivrogne, un accident, les bagarres, ou tout simplement qu'on me prête, un moment, une boîte d'allumettes. Ah, quelle belle flambée, mes enfants. Ce poème, qui est l'un des plus longs de l'ouvrage et qui débute de manière assez bon enfant, il faut toujours jouer avec les petites filles dans les hôtels, même belles comme des fées, ne tarde ainsi pas à sombrer dans une violence textuelle. On remarque l'accumulation de termes tels que diable, sauvage, ivrogne, accident, bagarre, flambée, qui est amplifiée par l'apparente naïveté dégagée par l'image et par le début du poème. Donc la chute du poème, qui est déjà prévisible dans le titre, Les ennuis de Pic, n'est pas explicitement illustrée dans la photographie de K1, ce qui rend inquiétant et suspect leur rapprochement. Outre la présence d'une boîte d'allumettes que vous voyez qui est tenue par le clown, et par la présence d'une fourchette au bout pointu, rien ne laisse croire à la brutalité de cette belle flambée qui se prépare en fin de poème et qui est augmentée par l'interjection « a ». À moins que l'image ne reproduise plutôt le calme avant la tempête, là, les oiseaux en samarre que vous voyez sur les murs s'envolant puisqu'ils sont les seuls à pouvoir ou à vouloir fuir la scène. Ici, le lecteur-spectateur assiste non seulement à la mise en parallèle d'un texte et d'une image qui, une fois confrontés l'un à l'autre, ont pour effet de dramatiser un fantasme pyromane de Pic, mais il assiste aussi au rapprochement d'une série d'éléments disparates, à même la photographie et à même le poème, qui le défamiliarise et qui accentue par le fait même la part d'étrangeté de cette double page. Part d'étrangeté ici qui n'est pas sans faire écho à l'unheimlich freudien, où l'inquiétude émane justement des objets qui nous sont familiers lorsqu'ils cessent de l'être. Un second exemple de diade, qui est la 10e, donc je vous invite à retenir la position de cette double page-là, ne témoigne cette fois non pas d'un fantasme de destruction, comme dans la dernière diade, mais plutôt d'une perception désillusionnée de l'existence. Encore une fois, on sort des habitudes du livre pour enfants. Le poème va comme suit, donc « L'herbe aux pauvres hommes, l'herbe aux femmes battues, se partagent le monde en somme. » Les deux espèces de plantes qui se partagent le monde, ici, ne sont pas choisies au hasard, encore une fois, et leur nom évocateur compte pour beaucoup dans la charge, la portée symbolique du poème. La première doit son nom vernaculaire au fait qu'elle soit très commune et qu'ainsi même les plus pauvres pouvaient autrefois s'en servir pour se soigner. Bon, on a découvert entre-temps qu'elle était toxique, donc ça devait pas bien fonctionner, mais quand même, on devinait qu'il y avait des vertus médicinales à cette plante-là. Et la deuxième était anciennement utilisée pour soigner les meurtrissures et les contusions sur la peau. Comme pour amplifier la nature dramatique du propos, la locution adverbiale « en somme », ainsi que la très courte longueur du poème, le font tendre vers le proverbe, vers le dicton, vers quelque chose d'universel. Et placé en plein milieu de l'ouvrage, il participe à le teinter, je cite de Harme ici, d'une certaine fantaisie bizarre et triste. Fin de citation. Le texte partage la double page avec la photographie qui est décidément la plus inquiétante de l'album. Et alors qu'il n'est pas rare de voir les plantes abordées dans les poèmes reparaître dans les photographies, c'est pas ce qui se produit ici.
À la place, on retrouve des personnages dont la constitution n'a plus rien pour nous surprendre, étant donné qu'on commence à être familier avec la part fantasque de l'ouvrage. Donc, un personnage possède une fleur en guise de tête, un corps en feuilles qui évoque le tutu. Un autre personnage est une statue de femme posée sur un lit de délicates plumes blanches. C'est plutôt l'accessoire dont chacune est munie qui est l'élément contrastant avec une apparente pureté. La tête pâle et fleurie de la fillette feuille et la blancheur de la sculpture sont en effet détournées par la présence d'une chaîne que tient la première et du masque camouflant le visage de la seconde, ce qui fait s'infiltrer la perversion pour une première fois dans l'album, dans cette photographie qui est déjà troublante grâce à la présence, plutôt à l'omniprésence de la créature monstrueuse qui domine la scène photographique. Cette hégémonie du tourment dans l'image est en accord avec la portée universelle des propos pour le moins tragiques avec lesquels qui en partagent la double page. Les quelques exemples de diades présentés montrent que les dialogues intermédiaux, donc entre les poèmes de Lise de Harme et les photographies de Claude Cahun, font s'extirper le cœur de pique des limites imposées par la catégorie du livre pour enfants. Ils le font osciller plutôt entre le récit initiatique, qui est encouragé par la présence de la dernière photographie, donc le tournesol, et les récits de rêve ou de cauchemar. Dans cette optique, on ne se surprend pas de voir apparaître dès la première double page une figurine représentant Jean-Jacques Rousseau, qui est, et je cite, l'homme de la liberté et du rêve pour les surréalistes. Fin de citation. Si Pic n'apparaît jamais, ni dans les photographies, ni dans les poèmes, sauf dans un titre et dans le portrait liminal, nous voyons plutôt à travers son regard empreint de subjectivité. Celui-ci offre au lecteur-spectateur l'accès à un inconscient teinté de réalisme et de cruauté. Nous l'avons bien vu dans les deux derniers exemples, ce qui fait sortir l'enfance de sa conception idéalisante et rassurante, à laquelle on pourrait s'attendre en voyant l'album. L'écrivain Pierre de Massot explique justement dans un article contemporain à la publication du Cœur de Pique, je cite, « qu'en dépit de l'atmosphère irréelle qui est celle des textes de Harmien, ils sont, et combien, fortement accrochés à la plus dure réalité. » Fin de citation. On peut comprendre dur ici dans ces deux acceptions, donc la réalité la plus fiable, la plus solide, mais aussi la plus difficile à vivre. Les dialogues qui contribuent à l'entre-deux générique, caractéristique des livres surréalistes, et faisant cohabiter des genres littéraires en apparence peu compatibles, ne sont pas propres à cette seule collaboration, vous en doutez bien. En effet, un exemple encore plus frappant est sans aucun doute Eau violette ou la politesse des végétaux, qui est réalisé cette fois-ci avec le concours de Léonard Fini, plus de 30 ans après la publication du Cœur de Pique, et qui oscille cette fois entre le roman d'apprentissage et le roman érotique. Donc, Pic, Violette et les autres jeunes protagonistes ont en commun, et c'est ce dernier trait qui va conclure ma démonstration d'un détournement générique, ont en commun de se faire les porteurs de l'érudition de leur créatrice. Je pense simplement au véritable traité de botanique qui est le Cœur de Pic. Et ce, malgré leur très jeune âge. En somme, si l'on est tenté de prendre à la légère cet album à l'apparence ludique, une lecture-spectature approfondie, ou des lectures-spectatures approfondies dans mon cas, en trouve un univers empreint de lucidité et de réalisme et est parsemé de savoirs qui seront captivés tant les jeunes que les moins jeunes. Merci beaucoup.